Je vais donner la parole à Frédéric Plassard, docteur en préhistoire de l'Université de Bordeaux et directeur de la grotte de Rouffignac. C'est à vous. Bien, merci. Bonjour à tous. Il m'appartient apparemment d'entreprendre avec vous un panorama chronologique. Et donc les préhistoriens à ce jeu-là sont toujours les premiers à se jeter à l'eau ou à essayer de monter sur le cheval. Et j'ajoute d'emblée qu'à ce jeu, je suis parfaitement illégitime, ignorant tout de l'art équestre, en tout cas de sa pratique. Ceci étant dit, avant de rentrer dans le... Tiens, ça marche pas. Parce qu'elle n'est pas branchée. Si, c'est bon. C'est juste que j'avais pas mis le bouton sur on. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler des images paléolithiques du cheval, quelques mots de remise en contexte, histoire que nous sachions tous précisément de qui, de quand, de quoi nous allons vraiment parler. S'agissant donc d'art paléolithique, bien que ce soit la préhistoire, ça reste une préhistoire pas trop ancienne, et les acteurs de cette préhistoire sont des humains modernes. Homo sapiens, Cro-Magnon, appelez-les comme vous voulez, c'est vous et moi, biologiquement parlant. Par ailleurs, nous parlons de paléolithique récent, c'est-à-dire grosso modo d'une période qui commence, le paléolithique récent, vers 45 000 ans à peu près, qui s'achève il y a 12 000 ans, et l'art paléolithique, tel que je vais le présenter, débute plutôt il y a 36 000 ans. Il a déjà été question de Chauvet tout à l'heure, et c'était d'ailleurs l'image de titre de ma communication. Élément central de cette présentation aussi. Où parlons-nous? De quelle ère géographique parlons-nous? Je limiterai le propos à l'Europe. Il y a d'autres arts préhistoriques ailleurs dans le monde, mais dans des contextes chronologiques, culturels, trop éloignés pour qu'on puisse ici les insérer dans une communication qui doit rester dans un temps raisonnable. Mais néanmoins, une Europe au sens le plus large, depuis les confins du Portugal jusqu'au sud-ouest de l'Oural russe. Compte tenu de cette aire géographique et de la période choisie, évidemment, l'environnement, il est sujet à des variations, à des nuances, à un certain nombre de diversités. Néanmoins, on peut retenir que nous parlons là de la dernière période glaciaire et donc d'un climat continental froid auquel répond globalement un paysage peu boisé, des paysages de steppe, avec, j'insiste, toute la diversité qu'il faut quand même intégrer entre les zones littorales et les zones continentales, les basses et les hautes altitudes, des latitudes également variées. Mais globalement, un environnement froid, en tout cas un climat plutôt continental froid, et un environnement ouvert, que j'oppose à fermé pour les mondes forestiers, disons. Et là-dedans, donc, des humains résolument chasseurs-cueilleurs, exclusivement chasseurs-cueilleurs, et plus ou moins nomades. Ce sont des éléments quand même essentiels de contexte. Ceci étant posé, cet art paléolithique, tel que nous le percevons aujourd'hui, se décline sur plusieurs supports, à commencer par tous ceux qui ne nous sont pas parvenus, tout ce qui est périssable, qu'il s'agisse de bois végétal, de cuir, de la peau même de ces gens qu'on peut imaginer maquillés et pourquoi pas tatoués. Imaginons des vêtements aussi, par exemple. Pour tout cela, l'archéologie paléolithique en tout cas est muette. Restent les supports un peu plus résistants au temps, qu'ils soient organiques,
je crois avoir écrit os, mais il faut entendre os, ivoire, bois de cervidé, essentiellement bois de renne pour la période qui nous intéresse, et puis la pierre, qu'il s'agisse d'objets ou qu'il s'agisse de parois rocheuses, des objets en os ou en pierre, pour dire la chose simplement, qui sont aussi bien des outils porteurs d'un décor qu'entre guillemets des objets décors sans fonction utilitaire, sans fonction technique apparente, et puis des parois, c'est ce qui va nous intéresser surtout ce matin, des parois en grotte ou éventuellement à l'air libre, à la lumière du jour, en abri sous roche ou sur des affleurements rocheux réellement de plein air. Tout cela gravé dans une majorité de cas, peint ou dessiné le reste du temps et de façon beaucoup plus occasionnelle, s'agissant en tout cas de l'art sur paroi, sculpté, éventuellement modelé. Il y a quelques rares modelages en argile notamment. Alors tout ça est un peu théorique, on peut l'illustrer avec quelques images. Il ne s'agit pas de faire un catalogue ce matin. Donc quelques images de motifs abstraits tout à fait à gauche, de figurations animales sculptées ou gravées sur support organique, de l'os, du bois de renne, de l'ivoire pour la petite ronde-bosse en mammouth en haut et dans la partie centrale, ronde-bosse encore pour une figuration féminine en calcaire de Willendorf en Autriche. Mais aussi sur os, en bas de l'image, avec ce petit contour découpé en forme de cheval. J'y reviendrai dans un moment. Et puis dans la partie pariétale, qu'il s'agisse de peinture, de gravure, j'évoquais les modelages. Il y a un des plus célèbres exemples, là, avec les bisons du duc de Doubert en Ariège. Tout un catalogue d'images, une forme de diversité d'images que je voulais présenter avant d'en venir au cheval. En effet, cet art paléolithique, il est, et c'est peut-être un peu contre-intuitif, d'abord un art du non-figuratif. Si l'on cessait à l'exercice fastidieux de l'inventaire, l'art paléolithique, c'est un art des motifs géométriques, des tracés qui ne représentent rien en majorité. C'est de façon très marginale, et M. Gouraud, je crois, le signalait tout à l'heure, un art où l'humain est, à l'inverse, extraordinairement marginalisé, de l'ordre de 2 ou 3% des images. C'est à peu près ce que reproduit le graphique en bas. Et c'est un art, pour le reste, fortement animalier, singulièrement centré sur les grands herbivores, et parmi ceux-là, laissant une place première au cheval. Le cheval, c'est 30%, c'est écrit 28% sur le graphique, mais presque 30% de l'art paléolithique. C'est dire effectivement la place centrale du cheval dans cette expression graphique. Cheval plus bison, c'est en gros la moitié des images des grottes. Si on ajoute le bouquetin, le cerf, alors cerf et biche étant distingués sur le graphique, et le mammouth, vous voilà avec 5 espèces figurées pour 80% des images animales de l'art paléolithique. C'est dire la faible diversité de cette expression graphique et la place centrale qu'occupe le cheval dans cette affaire. Le cheval donc numéro 1, de telle sorte qu'on va le retrouver partout, tout le temps, sous différentes formes, seul ou avec ses congénères, ou associé à d'autres espèces, et figuré avec à peu près toutes les techniques de figuration. En photo, là, le cheval de Comarque, qui est en fait la tête d'un cheval en bas-relief. Il n'y a pas d'échelle sur l'image, mais l'animal est représenté à peu près grandeur naturelle, dans une galerie qui fait 1,20 m de large à peu près, ou 1,50 m de large. C'est donc une image que personne n'a jamais vue correctement. L'artiste lui-même n'en a jamais une vision d'ensemble, compte tenu du manque de recul. C'est une œuvre monumentale de la préhistoire, mais manifestement, elle n'est pas destinée à un public quelconque. On n'y a toujours
qu'un accès limité, on n'en a toujours qu'une vision tronquée ou cavalière en réalité. Je le disais à l'instant, partout, tout le temps, alors en tout cas tout le temps avec cette nouvelle diapositive, depuis 36 000 ans, on revient à Chauvet, jusqu'à il y a 12 000 ans à Gouy, en Normandie, comme quoi il y avait déjà du cheval et il intéressait déjà les hommes en Normandie il y a 12 000 ans. Gouy, c'est juste en amont de Rouen, hein, sur la Seine, en rive droite. En passant par Pêche-Merle dans le Lot ou Ougneau en Ariège. Là encore, ce ne sont que quelques exemples au milieu de milliers d'images de chevaux. J'ai dû faire des choix drastiques en préparant cette présentation. Un modèle pan-européen, puisque j'avais signalé d'emblée l'étendue géographique du sujet. Depuis, à l'extrême sud-ouest, les œuvres de Foscoa au Portugal, c'est l'arrière-pays de Porto, si vous voulez. Et là, on est en plein air. On est au milieu des vergers d'amandiers, en réalité. C'est des affleurements rocheux sur lesquels sont gravées des centaines d'images de chevaux, d'aurochs et aussi de bouquetins. On en a peut-être déjà vu passer tout à l'heure. Là, c'est bien un cheval figuré. Les sites du nord de l'Espagne et des Pyrénées françaises. Du nord de la France, j'ai pris l'exemple de Mayenne Science, il n'y en a pas énormément. Et puis tout à fait en bas à droite, un cheval de la grotte de Chulgantache ou de Kapova, ça dépend si on parle bashkir ou russe. Et donc dans la littérature, ils apparaissent sous un nom ou sous l'autre. Ce qui est intéressant, c'est de constater une forme d'homogénéité malgré tout. Des canons stylistiques, des modes de représentation au travers du temps et de l'espace. Seul ou accompagné, et là j'ai pris deux exemples pyrénéens, un côté français puis un côté espagnol, mais c'est le hasard, avec cette remarque s'agissant de l'exemple du panneau des Caïnes au Pays basque espagnol, que ces chevaux, et ça vient un peu en démenti, en tout cas en nuance de ce que vous disiez il y a quelques minutes, sont des chevaux, dans un cas comme dans l'autre, somme toute, qui sont assez peu en activité. Il ne se passe pas grand-chose dans ces images. Et par ailleurs, et on le perçoit bien sur le panneau des Caïnes, il n'y a pas de mise en scène ou de mise en espace. L'art paléolithique a cette caractéristique que le sol n'est pratiquement jamais indiqué, le ciel n'est pas indiqué davantage. On a des images vues dans la nature, mais extraites de la nature. Dans ça que cet art paléolithique, et en dépit de ce que l'on dit souvent, n'est pas vraiment naturaliste. Il est peut-être l'œuvre de bons naturalistes, de gens qui connaissent parfaitement le modèle, mais qui restituent une image extraite de son contexte. Et dans bien des cas, et les chevaux des Caïnes en sont l'exemple, ils sont juxtaposés, ils pourraient être superposés, on le verra dans un instant pour d'autres exemples, mais ils ne sont pas en interaction les uns avec les autres. Alors il y a quelques contre-exemples bien sûr, mais ça reste marginal. Le cheval à nouveau, et là on est à Lascaux, tout le monde l'aura compris, associé à l'auroch, associé au cerf en bas à droite, avec des bois complètement délirants d'ailleurs, des chevaux de tailles différentes, et ça va dans le sens de ce que je disais à l'instant, en plus de ne pas figurer de paysage, de juxtaposer les images, une des autres caractéristiques de cet art paléolithique, c'est de faire abstraction, j'allais vous dire, de s'asseoir sur la relation d'échelle entre les sujets. On n'est absolument pas choqué que l'auroch soit 4 fois plus grand qu'un cheval qui est en dessous, lequel est à peine plus grand que le cerf dont les bois sont délirants. Il n'y a aucune relation d'échelle entre les images des grottes et cela aussi rend difficile la lecture d'interaction éthologique, entre guillemets, entre les différents sujets. Oui, je ne peux pas faire une présentation sans glisser quand même une ou deux images de la grotte de Rouffignac. C'est atavique. Il y en a déjà une qui est passée tout à l'heure, c'était un mammouth. Là, je me suis plié à l'exercice, j'ai mis un cheval pour signaler, en fait, dans ce cas, le fait qu'à Rouffignac, le cheval est maltraité. 250 images animales, 170 mammouths, 17 chevaux. Si vous vous souvenez des proportions du graphique en camembert tout à l'heure, on est vraiment dans une situation
anormal, en tout cas inhabituel. Pour autant, le cheval, il est figuré. La tête de celui qui est dessiné, là, qui est photographié à gauche de l'image, c'est la tête du très grand sujet dessiné en vert au centre du relevé. Donc ce secteur, c'est ce qu'on appelle le grand plafond. Ce sont 65 dessins sur 40 mètres carrés. C'est un plafond dans une galerie qui n'a qu'un mètre de haut. Or, ce grand cheval dont la tête est photographiée là, il fait 2,70 m de long. Donc là encore, on est dans des situations d'exécution de l'image d'une part et d'observation ensuite, tout à fait invraisemblables, en tout cas d'images qui ne semblent pas faites d'abord pour être regardées. Alors, je peux décliner les exemples avec d'autres sites, ça c'est Cussac, vous avez quelques chevaux là qui apparaissent en majesté. Dans ce cadrage-là et avec ce traitement d'image, on ne voit presque que les chevaux. La réalité est un peu plus complexe. Ici sont toujours les chevaux, hein. Vous allez les retrouver en haut au centre, mais on voit qu'il y a des mammouths, des aurochs, des bisons, même des figurations féminines dans le bas de l'image. Le cheval, il y est bien. Et il occupe une place numériquement importante. Mais, si j'ose dire, il est noyé dans la masse. Et à la même époque, dans la grotte de Pêche-Merle, même si le cheval est au centre, là aussi, il est un peu noyé au milieu de mammouths, d'aurochs et de bisons. Alors tout ça, c'est bien beau, mais de quel cheval parlons-nous ? J'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent par cœur les travaux de Ludovic Orlando. On en a parlé avec certains d'entre vous hier soir au dîner d'ailleurs. Pendant longtemps, et on continue par facilité, on a associé le cheval de Przewalski aux chevaux préhistoriques, à tort et à raison. Pour ma part, il y a longtemps que je dis c'est des chevaux qui leur ressemblent. Et Orlando, avec les travaux sur la génétique ou la paléogénétique, va dans ce sens. Il est clair que les chevaux de Przewalski ne sont pas des chevaux sauvages, mais juste des chevaux marrons, des chevaux revenus à la vie sauvage. J'attire d'ailleurs votre attention, là, c'est un point de linguistique. Si je parle de sanglier, je n'ai pas besoin de préciser qu'il est sauvage. Si je parle de cochon, je n'ai pas besoin de préciser qu'il est domestique. L'animal cheval est, ça a été dit déjà plusieurs fois ce matin, la dernière espèce qu'on ait domestiquée, mais la seule dont la domestication a abouti à la disparition de la forme sauvage, au point qu'on n'a pas de mots pour en parler. Je ne connais pas de terme qui désigne un équidé sauvage qui ressemblerait à un cheval. Ça, c'est très singulier, et les mots de ce point de vue-là sont chargés de sens. On est obligé de préciser que Przewalski est un cheval sauvage ou ne l'est plus, ou l'est redevenu, parce que nous n'avons pas de mot qui va bien. Alors, je referme la parenthèse sémantique. Globalement, il est d'usage parmi les préhistoriens qui parlent d'art préhistorique de dire c'est le Przewalski, éventuellement c'est le Tarpan, qui sont les moins mauvais analogues. Parce qu'il y a une convergence environnementale. Ce sont des chevaux, notamment le Przewalski, adaptés à des environnements ouverts, stépiques. On en revient à ce par quoi j'ai commencé. Ça se fonde quand même, cette affaire, sur quelques petits éléments naturalistes des figurations. Parce qu'évidemment, à contrario, du point de vue paléontologique, les préhistoriens de l'os, les paléontologues, les archéozoologues, ils ne connaissent que Equus, Cabalus, Gallicus. Pour cette période-là, c'est une espèce de cheval, mais personne n'en a jamais rencontré de bien vivant. Donc on a un hiatus entre les formes actuelles, les images et les formes fossiles connues par le biais de la paléontologie. Et les travaux de Ludovic Orlando, pour l'instant, ont du mal à remonter assez loin pour qu'on ait des informations très, très fiables encore sur ces animaux. Là où je dis que malgré tout, on n'a pas complètement tort de parler, de prendre ces analogues-là, c'est qu'on va retrouver certains éléments morphologiques ou certains éléments de pelage qui ont pu être reproduits par les préhistoriques. Sur le petit relevé en haut à droite de l'image, on devine sous la ligne de contour un trait un peu plus pâle qui est en fait une raie de mulet. Qu'on peut retrouver sur certains Przewalski par exemple. On va trouver sur d'autres sujets des crinières courtes, ça c'est assez général. À ce propos, j'ai une question. Ce cheval de Rouffignac a une crinière courte, sauf en partie distale, là sur l'épaule, où elle semble retomber sur l'épaule. Est-ce que ça
peut tenir, et c'est vraiment une question que je pose aux spécialistes des chevaux, est-ce que ça peut être un indice de l'âge de l'animal? Est-ce que chez les chevaux les plus âgés, on peut retrouver ça plus facilement? Parce que je l'ai entendu dire, ça m'a toujours semblé bizarre, et je vois des noms, des hochements de tête négatifs. Parfait, merci pour l'information. Donc quand même, il y a quelques éléments anatomiques qui marchent. Les préhistoriens parlent souvent pour les images de chevaux de M ventrale, avec cette espèce de bipartition de la couleur des chevaux. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver éventuellement chez les Przewalski. Même chose avec les traits d'épaule, éventuellement les zébrures transversales sur les pattes, qui sont des choses que les paléolithiques ont pu reproduire parfois et qui semblent correspondre à ces chevaux que je n'ose plus dire sauvages, mais que je vais dire un peu archaïques, pas trop manipulés. Je ne sais pas quel est le terme le moins pire. Et puis des chevaux quand même qui s'éloignent parfois de la réalité anatomique, pour éventuellement donner le mouvement. C'est l'exemple formidable de la grotte du Portel en Ariège. On a ce cheval qui danse là, avec un antérieur qui prend une forme invraisemblable. Ou des chevaux qui sont réduits à leur plus simple expression. Un chanfrein, une oreille, un petit morceau de toupet, un œil, mais c'est quand même un cheval. Les paléolithiques ont cette capacité d'aller à l'essentiel, de raccourcir, d'abréger les images. En dépit de cette simplicité, ça reste un cheval. Au-delà de ces images, il y a bien sûr les questions sur la place de ces images dans la vie de ces gens, sur l'interprétation qu'on aimerait en faire. Et je vous le dis d'emblée qu'on n'en fera pas, on n'y comprend pas grand-chose. Quelques constats quand même s'imposent. Le premier, c'est, mais je crois que c'est compris de tous, il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on mange et ce qu'on dessine. Ces gens, ils mangent du renne 8 jours sur 10, et le renne, c'est 3% de l'art des grottes. Donc les idées un peu anciennes, les énoncés anciens sur une magie de la chasse ne résistent pas à l'analyse. C'est aujourd'hui quelque chose de bien compris, à peu près consensuel. L'autre évidence, c'est qu'aller dessiner au fond d'une grotte, y compris des images que personne ne verra jamais, ne peut pas répondre à un besoin technique, à un besoin matériel. La troisième évidence, c'est la grande stabilité, j'ai déjà insisté sur ce sujet, dans le temps et dans l'espace, de ces images, de ces choix iconographiques dont témoigne l'art paléolithique. La dernière chose, c'est finalement la mise en évidence dans ces grands ensembles complexes qu'on a vu Lascaux, on a vu Cussac ou Rouffignac, d'associations interthématiques ou thématiques récurrentes. Certains animaux sont plutôt associés à certains autres. Alors ces observations, sans que je rentre là dans le détail parce que le temps est compté, font dire aux préhistoriens que cette expression graphique, elle est symbolique. Ce qu'on veut dire par là, c'est que derrière les évidences animales, il y a sans doute un message, une valeur portée par l'image qui peut être assez éloignée de la réalité animale figurée. Pas de point commun, pas de convergence évidente entre l'idée de la paix et l'image de la colombe. Finalement, pas forcément de convergence évidente entre l'image du cheval et l'idée véhiculée par l'image du cheval pour les paléolithiques. Ces différents éléments amènent aussi à soupçonner une dimension largement mythologique ou spirituelle de ces images. Le problème dans ce cas, c'est que nous avons affaire à un message qui est complexe, qui est construit, qui est structuré. Je ne vais pas revenir là sur la pensée d'un André Leroi-Gourhan il y a plus de 60 ans, qui a mis en évidence dans une dimension structuraliste, une lecture structuraliste de l'art paléolithique, la dimension très construite du message. Donc un message construit, mais une expression symbolique. Or, il nous manque le texte, il nous manque le dictionnaire, il nous manque le contexte, et donc on n'a pas accès au message en lui-même. Cependant, on ne peut nier la place centrale tenue par les grands herbivores et au sein desquels le cheval, j'y reviens, a une place majeure, que ce soit dans la grotte ou que ce soit hors de la grotte, hors de la paroi, y compris sur des objets du quotidien et y compris
au-delà même de l'image, dans l'usage de la matière cheval, et c'est sur quoi je veux terminer cet exposé, s'il me reste encore quelques minutes. L'image en haut à gauche est un fragment d'osioïde de cheval, un morceau de la gorge donc. Or ces osioïdes de chevaux ont été de façon récurrente, quasi systématique, utilisés il y a 17-18 000 ans dans une phase culturelle qu'on appelle le Magdalénien moyen pour la réalisation de figurations de chevaux. C'est-à-dire qu'on scie une branche de l'osioïde, on en on en améliore un peu le contour, puis on grave les détails pour arriver à ces figurations de chevaux. Les préhistoriens disent des contours découpés en tête de chevaux sur osioïdes. On en a des grandes séries, notamment dans les Pyrénées. C'est l'animal cheval, la matière cheval, au service de l'image cheval. La matière cheval, elle sert aussi dans la parure, avec des incisives de chevaux gravées, voire sculptée. On en voit une à droite dont la racine est transformée en une petite figuration anthropomorphe. Mais pour terminer, un exemple très singulier, en fait à ce jour unique, mais je ne crois pas aux exemples uniques, je crois seulement à l'archéologie en marche et au hasard des découvertes ou des conditions de découverte ou de l'attention qu'on a portée aux découvertes. Je rentre un peu dans le détail de ce site. Ce sont des observations que nous avons publiées avec quelques collègues il y a quelques années. On est dans l'extrême sud des Landes, à la limite de la Chalosse et du Béarn et du Pays Basque, dans le secteur de Pérorade, si vous voulez. Donc à Sort-de-l'Abbaye, la grande falaise de Durruti, au pied de laquelle se trouve un gisement archéologique connu dès les années 1870, mais refouillé dans les années 60, par Robert Aramburu, qui découvre ensemble, dans le même mètre carré de fouilles, ces 3 statuettes de chevaux que vous avez à droite. La première est la plus grande, elle fait une trentaine de centimètres, c'est le cheval agenouillé, c'est une œuvre assez célèbre. Et puis en bas, c'est une pendeloque en marne de quelques centimètres. Et en bas à droite, presque la même, en ivoire, malheureusement un peu amputée, des frites d'ivoire qui se sont détachées. Il nous en manque un petit morceau. Le côté extraordinaire de ces 3 figurations de chevaux, c'est qu'elles sont découvertes, nous dit Robert Aramburu, et vous avez là des photos de la découverte et un petit croquis, en association immédiate avec ce qu'il décrit dans le petit texte comme des maxillaires. En fait, ce sont des mandibules, et singulièrement uniquement la partie antérieure de la mandibule, c'est-à-dire la série des incisives et un peu de l'os mandibulaire. Et pour plusieurs individus, l'étude un peu poussée qu'on a pu faire avec un collègue, notamment Clément Biroust, montre qu'on a 11 chevaux concernés par ce traitement. Et ce traitement, avec des petites stries de raclage qu'on peut retrouver sur les dents, montre qu'en fait, on a d'une part scié l'arrière de la mandibule pour ne garder que la partie avant, et que d'autre part, on a manifestement raclé les pièces pour enlever tout ce qui était os gingival et mettre en avant, rendre plus visibles les dents. C'est tout à fait extraordinaire, mais ça va plus loin. Ça va plus loin parce que sur certaines de ces pièces, sur les mieux conservées, on observe des traces de tronçonnage au burin de silex. On a coupé des choses, on a ouvert une lumière et on a même réalisé des gravures analogues à d'autres gravures qu'on voit sur d'autres œuvres d'art mobilier de ce site, de telle sorte qu'il y a un investissement tout à fait sans équivalent sur la matière cheval. Il s'avère de surcroît que ce ne sont que des vieux chevaux. L'usure dentaire permet d'affirmer que ce sont des vieux chevaux. On n'a pas de canine, mais comme on n'a que la partie très antérieure des mandibules, on ne peut pas statuer sur le sexe des chevaux. Et les tentatives que nous avons faites avec Ludovic Orlando pour extraire de l'ADN et avoir une petite idée du phénotype de ces animaux, malheureusement l'ADN n'est pas conservé, donc on n'a pas de résultat. Donc on ne peut pas aller au bout. Je ne peux pas vous dire ce ne sont que de vieux mâles blancs ou bruns ou baies, j'en sais rien. En tout cas, il y a quelque chose là de très singulier et qui montre que la place symbolique
où la place du cheval dans l'univers symbolique de ces gens ne se résume pas à des images de chevaux, mais intègre aussi l'animal cheval, et qu'il y a une espèce de continuité entre l'animal et l'image dans la façon dont ces gens vivent, non pas avec le cheval qu'ils n'ont pas domestiqué, dont on ne peut pas dire qu'ils vivent du cheval, parce que même s'ils le chassent un peu, il n'est pas complètement au centre de leur subsistance, mais cet animal a manifestement exercé sur eux une attraction, il les a intéressés et ils ont investi du sens, ils ont investi de la culture sur ce modèle cheval. Je vous remercie de votre attention.